Salut à tous, très heureux de vous retrouver à l'occasion d'un live Twitch sur NBA 2K. Eh bien, j'évoquais avec vous, ou plutôt vous aviez évoqué avec moi via le chat, la draft 93. La draft 93 qui a vu l'arrivée au NBA de Chris Webber, de Anthony Hardaway. Et il y a plein d'éléments de cette draft 93 que j'avais complètement oublié, qui m'avaient échappé. Et ces éléments avec le recul sont complètement fascinants et je ne pouvais pas ne pas vous en faire une vidéo tellement ces éléments sont fascinants. Donc je vous propose de monter dans la DeLorean du doc et de faire un retour en arrière à la draft 93 et sur toutes ses conséquences et sur tout ce qui a suivi cette draft pour vous présenter à quel point la NBA a été complètement folle sur cette séquence et pour vous rappeler que vous vous plaignez des general managers là en 2019. Et bien faites un bond de 25 ans en arrière, vous allez voir d'où on vient. À l'issue de la saison 92-93, l'équipe d'Orlando, emmenée par un rookie du nom de Shaquille O'Neal, termine la saison à 41 victoires pour 41 défaites. Et malheureusement, les fans sont déchirés. Leur cœur est déchiré parce que c'est la fin de la belle histoire de cette équipe d'Orlando, cette jeune équipe d'Orlando sur cette saison 92-93, parce que malgré une égalité avec les Pacers, le Magic n'a pas le tiebreaker et rate de peu les playoffs dans la conférence Est. Les fans sont dépités et pourtant cette non-qualification aux playoffs va permettre à l'équipe d'Orlando d'avoir un lottery pick à la draft suivante. Avec 41 victoires pour 41 défaites, c'est le meilleur bilan cette année-là de toutes les équipes qui n'ont pas fait les playoffs. Donc la probabilité pour Orlando d'avoir le premier choix de la draft est la plus faible, puisque je vous rappelle que la draft NBA maximise proportionnellement les chances d'obtenir un premier choix de draft par rapport aux résultats. Et pourtant, coup de théâtre, alors qu'il n'avait qu'une chance sur 66, je crois, de mémoire, l'équipe d'Orlando arrache le premier choix de la draft 93, donc Orlando, après le premier choix en 92, pourra avoir le premier choix en 93. Ça n'est jamais arrivé autrement que dans cette draft 93, ce coup de théâtre-là. Et évidemment, Orlando se frotte les mains, et là, les fans qui étaient déçus d'avoir raté les playoffs sont tout contents. Cette classe de draft 93, elle est promise à un bel avenir. Il y a plein de noms intéressants, il y a plein de joueurs prometteurs, et dans cette QV 93, il y a un plus ou moins un consensus autour de Chris Webber qui vient de Michigan, qui sort du fameux Fab Five de Michigan, et Chris Webber est plus ou moins annoncé comme le premier choix sans trop de discussion de cette draft 93. Et ça tombe très très bien parce que cette équipe d'Orlando, elle n'a pas spécialement d'ailier fort. Elle a une faiblesse sur ce poste d'ailier fort, et même si elle a déjà Shaq O'Neal qui domine à l'intérieur, elle a complètement besoin de se renforcer sur ce poste d'ailier fort, puisque vous voyez que parmi les joueurs qui jouaient le plus et qui contribuaient le plus dans l'équipe, on retrouve évidemment Shaq O'Neal, Skull Sky, Nick Anderson, Dennis Scott, mais sur le poste 4 c'était faible, on mettait Tolbert, on mettait Jeff Turner, bref, des role players, et évidemment que immédiatement l'arrivée de Chris Webber comble un vide dans cette équipe du Magic. Mais c'était sans compter sur Pat Williams, qui était le président à l'époque de cette équipe d'Orlando, pour schématiser. C'était sans compter sur lui, qui avait très très bien compris que Orlando, avec ce premier choix de draft complètement inespéré, qu'Orlando n'avait absolument pas planifié, qu'Orlando était complètement en position de force. D'autant plus en position de force qu'ils avaient très très bien flairé qu'il y avait une équipe du côté d'Oakland qui s'appelait les Warriors, qui était complètement en détresse, pas totalement en détresse, mais qui avait évidemment besoin d'un joueur du calibre de Chris Webber, parce que du côté des Warriors, on avait déjà un bel effectif, et on était à la recherche d'un intérieur calibre superstar avec de la mobilité, avec des excellentes qualités de passe, pour matcher dans le dispositif de Don Nelson, qui avait déjà compris finalement quelque part avant tout le monde qu'en jouant petit, qu'en jouant très aéré, on pouvait réussir à produire de l'efficacité dans le basket NBA. Donc,
ce qui devait arriver arriva. L'équipe d'Orlando draft en premier choix de draft Chris Webber, et dans la foulée, 15 minutes après l'avoir drafté, l'échange contre Penny Hardaway, qui avait été drafté 3e par l'équipe des Warriors. L'équipe d'Orlando avait quand même commencé une réflexion autour d'une assez simple déduction, c'est que un très bon pivot a besoin d'un bon meneur pour être mis en valeur, et que du côté d'Orlando, certes on avait Scott Skiles, mais on était également en recherche d'un meneur. La cohabitation Weber-Shaq, on allait peut-être se marcher sur les pieds, Shaq allait peut-être se plaindre que Weber lui prenait des rebonds, lui prenait des séquences au poste bas. Bref, en termes de complémentarité, c'était pas forcément un duo gagnant, et effectivement un Penny Hardaway qui avait convaincu Orlando dans les petits ateliers pré-draft s'avérait finalement pour le Magic peut-être le meilleur choix possible. Donc du côté de Orlando, on monte ce trade le jour de la draft. Mais attention, c'est pas aussi simple qu'on échange Weber contre Penny Hardaway. Parce que dans ces cas-là, quel serait l'intérêt pour le Magic de laisser filer leur premier choix? C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, Orlando a échangé Weber vers les Warriors, et ils ont récupéré Penny Hardaway et 3 premiers tours de draft. Ils ont récupéré le premier tour de draft des Warriors 96, 98 et 2000. La légende raconte que du côté du Magic, on avait en fait demandé 6 tours de draft, on en obtient finalement 3, et effectivement, ce qui paraît, avec le recul aujourd'hui, comme une folie, pouvait finalement quelque part à la limite se justifier à l'époque du côté des Warriors, parce qu'on récupérait l'intérieur superstar dont on avait besoin, dont on rêvait. On avait déjà une ossature composée de Tim Hardaway, de Latrell Sprewell, de Chris Mullin, donc on avait déjà plein de super joueurs, et cette addition-là pouvait permettre à cette équipe des Warriors de vraiment franchir un palier, et dès lors que vous devenez une équipe compétitive, eh bien tous ces futurs tours de draft n'ont plus beaucoup de valeur, parce que c'est des 25, 26, 27e choix de draft. Donc on a fait un petit peu tapis du côté des Warriors pour récupérer Chris Webber. Et quand on arrive à la fin de saison 93-94, eh bien cette équipe des Warriors, elle termine à 50 victoires, 32 défaites, 6e à l'Ouest, 16 victoires de plus que la saison passée. Donc très clairement, ce blockbuster trade du jour de la draft s'avère complètement bénéfique. À court terme, ça a renforcé les Warriors, d'autant plus que les Warriors joue cet exercice 93-94 sans Tim Hardaway, qui s'est pété le genou et qui n'a pas joué un seul match cette saison-là, se qualifie 6e à l'Ouest, on le disait, en play-off, et sont éliminés par les Suns qui joueront la finale NBA au premier tour sans gagner un seul match. Mais la progression est là, la performance est là, donc on a envie de dire côté Warriors, bien joué. Du côté du Magic, on finit aussi à 50 victoires, 32 défaites. On est 3e à l'Est, non pas à l'Ouest, je me suis trompé. On finit 3e à l'Est. On augmente son bilan de 9 victoires par rapport à la saison passée. Et finalement, même sanction que les Warriors. On est éliminé au premier tour face aux Pacers sans avoir gagné un seul match. Donc, un an après, eh bien, consensus généralisé, c'est un deal gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve son compte dans cette affaire, dans ce trade du jour de la draft. À l'intersaison 94, à l'été 94, donc un an après la draft qui a vu l'échange Weber-Hardaway. Le 29 juillet 94, l'équipe d'Orlando, qui a besoin de se renforcer sur ce poste 4, qui est toujours resté faible suite à l'échange de Chris Webber, l'équipe d'Orlando a repéré Horace Grant qui a fait des merveilles du côté de Chicago, et c'est exactement l'intérieur rebondeur défenseur qui a un petit tir à mi-distance qui peut parfaitement s'adapter et parfaitement étant complètement arrêté à côté de Shaq O'Neal. Pour que cette équipe d'Orlando récupère Horace Grant, qui est free agent, qui le récupère en lui faisant un chèque à la free agency, eh bien ils ont besoin de libérer de la masse salariale dans leur effectif. Ils ont besoin de libérer du cap space. Alors les salaires en 94 étaient déjà énormes pour l'époque, mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce que c'est actuellement.
Mais Scott Skiles, avec pratiquement 2 millions de dollars la saison, était considéré comme un assez gros contrat. Donc l'équipe d'Orlando a fait à l'époque ce qu'il se fait toujours actuellement en NBA, a trouvé une équipe qui était prête à absorber le contrat de Scott Skiles, un déstockage, un contrat toxique entre guillemets qu'on cherche à déstocker, et comme c'est toujours d'usage en NBA, on trouve une équipe prête à accepter ce contrat toxique et en contrepartie, on lui donne des tours de draft. C'est le dit, tu prends mon contrat toxique, je te passe des tours de draft. C'est comme ça que je te le vends. Orlando utilise donc les tours de draft 96 et 98, récupérés, souvenez-vous, du trade Penny Hardaway, Chris Webber, avec Scott Skiles, et l'envoie du côté des Washington Bullets contre un deuxième tour de draft 96 et un premier tour de draft 98. Souvenez-vous encore une fois du contexte. L'équipe des Warriors est plus ou moins annoncée comme une équipe qui va être compétitive, qui va monter en puissance. Donc quelque part, ces tours de draft n'ont pas eu une énorme valeur. On verra par la suite ce qu'ils ont permis d'avoir. Donc voilà, ce trade se monte. Et donc on se retrouve dans cette situation avec les Washington Bullets qui se retrouvent avec le premier tour de draft des Warriors 93, le premier tour de draft des Warriors 98 et Orlando qui a gardé le premier tour de draft des Warriors 2000. Du côté d'Oakland, du côté de The Bay Area, du côté de la Californie, eh bien, tout n'est pas si rose. Les résultats sportifs sont au rendez-vous. Webber est rookie de l'année, fait une super saison de rookie, mais tout n'est pas si rose et c'est le début de la fin. Chris Webber et Don Nelson ne s'entendent pas. Chris Webber est frustré alors qu'il est ailier fort, il est frustré de se retrouver à jouer pivot, ce qui aujourd'hui en NBA est la norme d'avoir des joueurs de 2m8 qui se retrouvent à jouer seuls dans la raquette, mais ce qui, au début des années 90, Don Nelson, une nouvelle fois précurseur, était quelque chose qui ne se faisait pas. Donc Chris Webber, frustré de devoir jouer pivot, frustré de voir son camarade Billy Owens échanger. Bref, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et il nous fait une Jimmy Butler. Il nous fait une Jimmy Butler en disant « Je veux être échangé. Je suis malheureux du côté des Warriors. Je veux être échangé. » Et pour cela, il utilise un espèce de vide juridique et il choisit de opt-out, de sortir de son contrat de 15 ans pour 74 millions de dollars qu'il avait signé en arrivant aux Warriors. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, où les contrats rookies n'étaient pas encadrés et où ça commençait à partir dans tous les sens. Les mecs n'avaient rien prouvé et se retrouvaient avec des contrats mirobolants, des sommes, c'était astronomique pour l'époque, des contrats mirobolants sur 10, 12, 13, 14, 15. Webber, il opt-out de ce contrat, ce qui à l'époque était vu comme une folie. De renoncer à autant d'argent. Il opt-out de ce contrat, il dit échangez-moi. Échangez-moi, moi je veux plus jouer pour les Warriors, et si vous m'échangez pas, eh bien, je signe ailleurs et vous me perdez contre rien. On retrouve des mécanismes qu'on connaît toujours dans la NBA actuelle, et finalement, les Warriors n'ont pas trop le choix. Ils cèdent. Webber démarre la saison 94-95 sur le banc. C'est un petit peu vraiment la même histoire que Jimmy Butler cette saison en NBA. Et après 6 matchs, eh bien, le 17 novembre 1994, les Warriors échangent Chris Webber contre Tom Gugliotta. Webber, direction les Washington Bullets. Washington faisait partie des équipes que Webber avait indiquées comme étant des équipes qui l'intéressaient, parce que du côté des Washington Bullets, on venait de drafter un certain Juwan Howard, ancien coéquipier de Chris Webber du côté de Michigan. Et les Warriors, quelque part, ils tentent de compenser un petit peu la mini-bêtise qu'ils ont faite le jour de la draft, puisque on échange Webber contre Tom Gugliotta, mais dans le deal, on va récupérer le premier tour de draft 96 que les Wizards avaient récupéré, on va récupérer le tour de draft 98 des Warriors que Washington avait récupéré, et puis, comme on n'a plus de tour de draft en 2000 du côté des Warriors, je vous le rappelle, puisque on l'a envoyé du côté du Magic, eh bien on dit aux Wizards, ok, finalement je veux aussi votre tour de draft 2000. Donc en fait, les Warriors infligent aux Washington Bullets
ce que le Magic leur avait infligé. C'est-à-dire, on a un jeune joueur prometteur avec du talent, avec du potentiel, qui va devenir un super joueur. On vous appâte avec ce package-là contre un joueur tout à fait correct. À l'époque, comme Tom Gugliotta, il y a 17 points de rebond par match, je crois, donc un joueur tout à fait correct. Et les tours de draft. Et les Bullets, à l'époque, se disent « Ouais, de toute façon, ces tours de draft-là, ça va pas être grand-chose. Donc, allons-y. On déstocke. » Et donc, dès lors, les Warriors, ils se retrouvent au point de départ. C'est comme si quelque part, ils avaient échangé le jour de la draft Penny Hardaway contre Tom Gugliotta. Le deal se résume à ça. Sauf que derrière, Tom Gugliotta aux Warriors fait sa pire saison des 7-8 premières années de sa carrière. Il ne s'adapte pas du tout dans le système de Don Nelson. Lui aussi, ailier fort classique, se retrouver à jouer pivot loin du cercle, devoir faire du playmaking, des passes, etc. Ça lui va pas du tout, c'est catastrophique. Dans la foulée, après un bilan de 14 victoires pour 31 défaites, Don Nelson, qui était à la fois coach et vice-président des Warriors, jette l'éponge. Il abandonne, il quitte le navire, trop de fiascos, trop d'enchaînements de fiascos, j'abandonne. 5 jours après la démission de Don Nelson, les Warriors échangent Tom Gugliotta contre Donyell Marshall, drafté 4e dans la draft, drafté 4e de la draft 94, donc un an après Chris Webber, et donc in fine, les Warriors ont échangé Penny Hardaway contre Donyell Marshall, qui aura une carrière NBA tout à fait correcte, mais qui n'explosera jamais comme un joueur calibre All-Star, et encore moins calibre All-NBA. Et finalement, ce deal indirect Penny Hardaway contre Donyell Marshall, il marque le début de la descente aux enfers des Warriors. Et oui, fut un temps où les Warriors étaient la risée de la NBA, comme quoi tout change très vite dans la ligue américaine. Début de la descente aux enfers des Warriors, 12 années sans faire les playoffs, une succession d'échecs dans les recrutements, dans les rookies, dans les joueurs recrutés. Et le comble du comble, c'est qu'ils retrouveront les playoffs en 2007 avec Don Nelson qui revient. Donc tout ça pour ça, on a envie de se dire, du côté des Warriors, les Warriors qui, avec leur tour de draft 96 qu'ils avaient échangé et récupéré, drafteront à la 11e place Todd Fuller, devant Kobe Bryant, Stojakovic, Steve Nash, Jermaine O'Neal et Ilgauskas. Déjà, quand vous avez dit ça, vous avez tout dit, même si c'est toujours plus facile à dire après. Mais Todd Fuller, dont vraisemblablement plus personne ne se souvient du côté de The Bay Area, a bien été drafté devant tous ces super joueurs. En 97, avec leur tour qu'ils avaient conservé dans une draft globalement faible, ils draftent Adonai Foyle devant Tracy McGrady. En 98, ils sélectionnent Vince Carter, super choix, qu'ils échangent le jour de la draft. Il faut croire que les Warriors, ils ont un truc avec les échanges de rookies le jour de la draft, contre Anton Jamison qui fera une belle carrière, qui aura été All-Star, mais avec le recul, je pense que c'est pas faire insulte à Anton Jamison que dire que Vince Carter a peut-être eu, en tout cas sur ses 5-6 premières années, un impact un petit peu plus marqué que celui d'Anton Jamison. Du côté des Washington Bullets, on avait fait tapis pour récupérer Chris Webber. Eh bien, durant les années Webber à Washington, on aura une seule apparition en playoff en 97 face aux Chicago Bulls, balayé 3 victoires à 0 au premier tour, et on cumule un bilan de 146 victoires pour 182 défaites. Chris Webber qui est échangé juste après la saison 97-98 où les Bullets ne font pas les playoffs, contre Mitch Richmond, un Chris Webber qui fera le bonheur des Sacramento Kings, mais dont le passage aux Wizards, Bullets si vous voulez de l'époque, laisse un constat mitigé et contrasté. Du côté du Magic, eh bien, à très court terme, on a été les grands gagnants de toute cette affaire. On fait une finale NBA en 95,
on fait une finale de conférence en 96, qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que si vous retombez sur les magazines à l'époque de 95, et si vous retombez sur la façon dont est traitée cette équipe d'Orlando par la presse spécialisée, tout le monde l'annonce comme la future franchise qui va dominer la NBA. Le destin d'Orlando, on le connaît. Shaq O'Neal part aux Lakers à l'issue de l'épisode de la saison 95-96. Derrière, Penny Hardaway enchaîne les blessures et cette équipe qui était promis au sommet de la NBA finalement retombe dans l'oubli. Du côté du Magic, avec le pick 98, vous vous souvenez, ce tour de draft 98 qu'on avait récupéré des Warriors puis échangé aux Bullets, eh bien on va drafter un certain Keon Clark qui aura eu un passage relativement bref en NBA avec un apport correct pour un intérieur longiligne, mais qui aura surtout fait parler de lui pour ses déboires extrajudiciaires. Wikipédia sera votre ami si vous voulez savoir ce qui lui est arrivé. Et avec le pick 2000 qu'on avait récupéré des Warriors dans une classe de draft 2000 qui est considérée comme la plus faible de toute l'histoire de la NBA, eh bien le Magic ira drafter Mike Miller qui sera rookie de l'année et qui s'avéra, au vu de ce qu'il y avait de disponible dans cette draft, finalement un choix très éclairé, ce Mike Miller. Vous vous plaignez des general managers en 2019 qui font n'importe quoi. Et il y a 25 ans, je peux vous dire que c'était aussi des sacrés morceaux. Et ce qui est fascinant finalement, ce qui est complètement fascinant, quand on revient sur cet épisode qui est quelque part complètement fou, on s'échange des premiers choix, qu'on reprend, qu'on rééchange, etc. Ce qui est complètement fou, c'est que si vous êtes des amateurs des scénarios what if, et si, vous vous dites que et si le Magic avait gagné un match de plus, il n'aurait pas eu de loterie pick à la draft, il n'aurait jamais pu drafter Chris Webber, l'échanger contre Penny Hardaway, tous ces tours de draft n'auraient jamais volé dans tous les sens, les Warriors n'auraient peut-être probablement jamais eu Chris Webber, peut-être qu'ils auraient drafté Kobe Bryant, peut-être que Vince Carter aurait été sous d'autres horizons, bref, c'est vraiment l'effet papillon, un tout petit fait anecdotique, et même si à la draft 93, une autre boule était sortie que celle du Magic, et s'il n'avait pas pu avoir le premier choix, mais au contraire le 13 ou le 14, tout le visage de la NBA, probablement sur la moitié des années 90 jusqu'au début des années 2000, aurait été bouleversé, et ça peut donner des vertiges en fait, tellement tout ça est fascinant et improbable. Voilà, j'espère que ce petit passage sur le vent de folie qui a balayé la NBA entre la draft 93 et l'année 93-94, j'espère que tout ça vous aura intéressé. C'est pas la préhistoire de la NBA, c'est mon histoire de la NBA à moi, quand j'étais un petit peu plus jeune. Merci de votre fidélité, bon match à tous.